La forêt domaniale de Retz, c'est principalement une hêtraie. On retrouve d'autres essences, comme le chêne aussi qui est bien présent, et d'autres espèces comme des merisiers, donc qu'on appelle des fruitiers en fait, ou des précieux. On a une belle diversité au niveau des espèces. C'est une forêt qui est particulière. Déjà, elle a une forme qui est très différente des massifs qu'on peut connaître, puisque en fait, elle a une forme de fer à cheval. Cette forme assez particulière fait qu'on a plus de 300 km de lisière et donc bordée soit par des champs, soit par des petits bosquets privés, et donc qui demandent un bornage très important. On estime qu'il y a entre 4000 et 5000 bornes sur la forêt domaniale de Retz, et qui datent en fait de toutes les époques, aussi bien pour certaines du Moyen-Âge et d'autres jusqu'au XXe siècle. Je suis référente archéologique donc sur l'unité territoriale, j'ai aussi un rôle de référent paysage. Moi, je vais m'occuper en fait d'identifier tous les sites archéologiques qu'on peut avoir sur la forêt, et surtout de classer ces données pour que mes collègues y aient accès et puissent surtout préserver ces sites. En forêt, nous avons la chance d'avoir effectivement des bornes forestières, donc c'est un petit patrimoine, mais ces bornes, pour les plus vieilles, en fait, datent de l'époque du Moyen-Âge, et ce sont des éléments archéologiques à prendre en compte, et qui ont toujours leur utilité aujourd'hui, et c'est ça qui est très important. Le travail de l'Université de Picardie-Jules Verne sur la forêt de Retz a été initié par un partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et l'Université qui date de 2021. Le Centre des Monuments Nationaux voulait connaître l'histoire de la forêt pour mieux retracer l'histoire de l'articulation entre le petit parc, le grand parc et la forêt. Et ce partenariat s'est concrétisé aussi par l'instauration d'un axe de recherche dans le contrat de projet forêt d'exception, puisque la forêt de Retz a été labellisée forêt d'exception depuis 2022. Au Moyen-Âge, la forêt de Retz est faite de multiples forêts qui ont des statuts juridiques différents que va récupérer le roi de France progressivement. Et c'est ce qui explique le fait que cette forêt est extrêmement découpée, ouverte par de multiples clairières, avec des petits bois isolés qui ont été récupérés et amalgamés à la forêt au fur et à mesure des siècles. Donc là, on est vraiment au cœur de la forêt domaniale et on se retrouve vraiment en fait sur une limite de propriété mise en évidence par une borne et un fossé qui marque bien vraiment la limite exacte des parcelles. Donc dès qu'on est dans une parcelle et où on sait qu'il y a un bornage, on revérifie toujours le périmètre de nos parcelles et en passant en fait, on réidentifie les bornes et pour ne pas les perdre et qu'elles soient bien visibles, on met de la peinture rouge sur le dessus. En elle-même, la borne n'est pas forcément incroyable, sauf certaines, par exemple, qui vont être armoriées, etc. Mais c'est surtout le contexte et l'histoire qu'elles peuvent amener. On a pu voir que c'est une richesse exceptionnelle d'avoir encore ces bornes, et c'est notamment intéressant pour la recherche scientifique de comprendre l'histoire de la forêt, comment elle a évolué à travers le temps, les périodes de défrichement, etc. En forêt de Retz, on estime quand même un nombre très conséquent de bornes entre 4000 et 5000, ce qui est énorme. Mais après, on a 320 km de lisière, donc c'est quelque chose qui peut facilement s'expliquer. Maintenant, la question, c'est de savoir combien il en reste, et d'où l'idée des sciences participatives pour répondre à cette question. On a réfléchi, on s'est dit, pour nous c'était impossible de parcourir les quelques 300 km de lisière forestière. Donc nous on en a répertorié à peu près une centaine pour le moment, mais c'était un territoire qui était beaucoup trop vaste. Donc l'idée à travers le projet 5000 bornes, c'est de mettre en valeur ce petit patrimoine, d'inventorier les bornes, faire appel au public, que tous ceux qui souhaitent participer à cet inventaire puissent y contribuer. Il faut faire quelque chose qui est assez simple d'utilisation pour inciter justement les gens à participer. Donc on a eu la possibilité de créer un formulaire qui va pouvoir être utilisé directement sur téléphone portable.
Et dans cette application, on a la possibilité déjà de se géolocaliser pour qu'on puisse récupérer la localisation précise de la borne. Puis on demande aussi aux gens de prendre en photo cette borne. Que nous, après, on puisse aussi vérifier que c'est bien une borne, parce que finalement, une borne, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit bloc de pierre qui est plus ou moins haut et qui est plus ou moins rectangulaire et carré. Donc, c'est pas forcément évident de savoir si c'est une borne ou si c'est un caillou, en fait. Et ensuite, on laisse la possibilité aux personnes de remplir plus d'informations, par exemple, quelle est la hauteur, la largeur, etc. En fait, la décrire, parce que certaines bornes sont armoriées, il y a des inscriptions, des lettres, il y a des signes qui peuvent être dessus. Donc, dès que vous allez remplir le formulaire, les informations vont se répertorier directement dans la carte et on va pouvoir aller cliquer dessus et puis les visualiser. Pour ce qui est de la valorisation en elle-même et la communication, en dehors de l'application, mon stage a permis de créer différents éléments, autant un flyer qu'un livret pédagogique plutôt à l'intention des enfants. Pour la valorisation également, j'ai pu mettre en place et créer des animations. L'intérêt de la valorisation auprès des centres aérés, c'est vraiment faire prendre conscience de la richesse de ce petit patrimoine à l'histoire de la forêt, mais également à l'environnement qui peut les entourer. L'histoire du bornage est intéressante parce qu'elle révèle des pans entiers de l'histoire du massif. Elle révèle à la fois l'histoire de la propriété forestière, l'histoire des droits d'usage, c'est-à-dire les rapports des hommes avec l'espace forestier. Elle révèle aussi la géologie locale. On peut avoir l'histoire géologique du massif qui se révèle à nos yeux. Et puis, elle révèle aussi l'histoire des paysages, des défrichements, des ouvertures, des couverts. Donc c'est un très très bon révélateur de l'ensemble de l'histoire du massif.